Bonjour, je suis Maïssa, interne en 3e semestre en anesthésie et je vais vous parler aujourd'hui de la gestion périopératoire des inhibiteurs GLP2 et des agonistes des récepteurs GLP1 encadrés par M. Benamou. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet? Parce que les inhibiteurs GLP2 et les agonistes du récepteur GLP1 sont des médicaments antidiabétiques très récents, avec une utilisation en explosion ces dernières années, du fait d'une part de l'augmentation de la prévalence du diabète en France et dans le monde, mais également du fait de l'élargissement ces dernières années de leurs indications suite à la publication de plusieurs papiers démontrant leurs bénéfices, notamment cardiovasculaires et rénaux. Et malgré tout, ça reste des médicaments assez mal connus des anesthésistes, avec des conséquences en périopératoire qui peuvent être graves pour le patient si mal gérées. Alors, pour commencer, une petite mise en situation. Vous voyez en consultation d'anesthésie à 1 mois d'une coloscopie, un patient de 56 ans, diabétique de type 2, obèse morbide et hypertendu. Voici donc sur la diapo ces traitements habituels. Et parmi ces traitements, est-ce qu'il y a des traitements que vous voulez arrêter en préopératoire? Et si oui, combien de temps avant? Alors, qui arrête le Loxène? Ok, une personne. Il y en a un. Une personne arrête, ok. Qui arrête la metformine? Combien de temps avant? Enfin, la veille. La veille. Donc pas de prise le jour même, quoi. Ok. Qui arrête l'Ozempic? Ok. Combien de temps avant? C'est 3 fois par semaine. Pour la semaine du bloc. D'accord, donc une semaine avant. Ok. Qui arrête la torvastatin? Ok. Donc on arrête l'Ozempic une semaine avant et la metformine 24 heures avant de la vie. Ok. Alors, donc pour commencer, les agonistes du récepteur GLP1 ou analogue GLP1. Donc, comme je vous le disais, c'est des médicaments initialement développés pour le diabète, mais avec des indications qui se sont élargies ces 10 dernières années à l'obésité notamment, avec une efficacité démontrée avec une perte de poids qui peut aller de 15 à 20% en 58 à 72 semaines selon les études. Ils ont également un effet cardioprotecteur, avec une diminution des événements et de la mortalité cardiovasculaire, que ce soit chez le diabétique et chez le non-diabétique, avec des odds ratios autour de 0,7, 0,8 selon les études. Un effet également de néphroprotection, avec une diminution des événements de mortalité rénale, également une diminution de la progression de la maladie rénale chronique chez le diabétique, et également d'autres effets au niveau hépatique, avec une diminution de la stéatose, et des effets potentiellement au niveau cérébral, sur la maladie d'Alzheimer, Parkinson et sur le sevrage de l'alcool. Alors, comment fonctionnent ces médicaments? Alors, le GLP1, c'est le glucagon-like protéine, qui est une hormone qu'on appelle incrétine, sécrétée par les cellules intestinales suite à l'ingestion, au passage du bol alimentaire. Et ce GLP1 va alors se fixer sur son récepteur à plusieurs niveaux, notamment au niveau pancréatique, sur les îlots bêta de Langerhans, induisant une sécrétion d'insuline, également sur les îlots alpha, inhibant la sécrétion de glucagon, et à d'autres endroits au niveau intestinal, gastrique, ralentissant la motilité intestinale, augmentant la sécrétion gastrique, augmentant le tonus du pylore, et donc ralentissant la vidange gastrique, ce qui va en fait ralentir l'absorption de glucose et alors minimiser le pic de glycémie. Il va aussi se fixer au niveau hypothalamique, induisant le sentiment de satiété, et à d'autres endroits, d'autres niveaux, au niveau musculaire, cardiaque, etc. Et ce GLP1 va ensuite être inactivé par clivage, donc par la DPP4, avec une demi-vie d'action d'environ 2 minutes. Et les agonistes du récepteur GLP1 ou les analogues GLP1 vont avoir les mêmes effets, mais avec des demi-vies bien plus longues, qui peuvent aller de plusieurs heures à plusieurs jours. Donc plusieurs médicaments existent. Donc globalement, c'est les molécules, les médicaments antidiabétiques qui se terminent par glutide, avec des molécules à demi-vie plutôt courte, comme le liraglutide, mais dont l'utilisation
est de moins en moins fréquente au profit des molécules à demi-vie plus longues, notamment le sémaglutide, l'Ozempic qu'on rencontre le plus souvent, avec des demi-vies qui peuvent aller de 5 jours à 7 jours, et dont l'administration se fait par une injection sous-cutanée par semaine. Il existe des formes combinées avec l'insuline, c'est l'exultofie, qui est du liraglutide combiné à de l'insuline lente. Mais aucun médicament n'est parfait. Les agonistes du récepteur GLP1 ont des effets indésirables, et principalement digestifs. C'est les effets indésirables les plus souvent rapportés dans les études. C'est autour de 50% des patients dans les essais randomisés. Et c'est souvent des nausées, des vomissements, des diarrhées, qui sont souvent cause d'arrêt du traitement, dans 10 à 15% des cas. Et ces effets indésirables sont non seulement dose-dépendants, mais aussi plus importants les 12 premières semaines de traitement. Et concrètement, sur le plan anesthésique, ça se traduit par plusieurs case reports d'authentiques pnéopathies d'inhalation, comme on peut voir sur l'image de gauche, notre chiroscopie bronchique, mais également des estomacs pleins. Des estomacs pleins. C'est gastrique, bronchoscopie gastrique. Bronchique. Oui, pardon, des fibroscopies gastriques, en fait, visualisées malgré un jeûne qui a été respecté. Alors, ce que recommandait la SPAR en 2016, elle recommandait de ne pas administrer le médicament le jour de l'intervention, donc globalement l'arrêter 24 heures avant, sauf que depuis se sont développées des molécules à demi-vie plus longues comme le sémaglutide, dont la demi-vie est d'une semaine, donc il a fallu revoir les recommandations. Et donc en 2023, l'ASA recommande de sauter la dernière injection, donc 7 jours avant, et 24 heures avant pour les molécules de durée d'action de demi-vie courte, comme le liraglutide. En 2024, autour d'août 2024, l'ASA revient sur ses recommandations et la SPHAR, fin 2024, décide de publier des recommandations totalement différentes de celles de l'ASA 2023. Mais alors pourquoi est-ce que la SPHAR décide de revenir sur ces recommandations de 2023 ? Parce que, comme on peut le voir sur ce graphique, issu d'une étude prospective publiée en 2024 dans Anesthesia, on peut voir que chez les patients ayant arrêté le sémaglutide dans les 7 jours précédant une intervention chirurgicale, 41% oui, avaient toujours un estomac plein visualisé à l'échographie pré-intervention. Et c'était 34% des patients l'ayant arrêté dans les 7 à 10 jours. Donc bien plus que les 7 jours recommandés. Donc finalement, sauter une injection ne suffirait pas à prévenir le risque d'estomac plein. Mais alors, quand est-ce qu'on arrête ? Alors l'ASPHAR, dans ses dernières recommandations 2024, recommande de ne pas sauter de prise et donc ne pas arrêter les agonistes GLP1 pour plusieurs raisons. Chez le sujet diabétique, chez le sujet non diabétique, donc sous sémaglutide pour l'obésité, c'est différent. Mais globalement, chez le sujet diabétique, on n'arrête pas le traitement, on ne saute pas de prise pour plusieurs raisons. Donc d'abord parce qu'on voit que sauter une prise ne suffit pas à prévenir le risque d'estomac plein. Et finalement, c'est assez cohérent avec ce qu'on sait en pharmacologie. Donc il faudrait 5 demi-vies pour éliminer un médicament, sachant que la demi-vie du sémaglutide est d'une semaine. Il faudrait finalement 5 semaines pour éliminer le médicament. Et arrêter 5 semaines un médicament antidiabétique pourrait entraîner un déséquilibre du diabète dont les conséquences sont assez mal connues. Et par ailleurs, pour les molécules combinées à l'insuline, comme le busulfofine, ça reviendrait également à arrêter l'insuline. Et pour les patients sous sémaglutide, un arrêt de 5 semaines avec éventuellement un relais par insuline paraît difficilement réalisable sur le plan organisationnel chez un patient qui ne serait pas hospitalisé au long cours. Et finalement, on a peu de données solides
sur la réelle augmentation du risque de pneumopathie d'inhalation, puisque ce qu'on a, c'est des données issues de case reports et d'études rétrospectives avec des études qui peuvent se contredire les unes les autres. J'ai ici cité 2 études qui étaient négatives, qui ne montraient pas d'augmentation du risque de pneumopathie d'inhalation. Éventuellement, une augmentation du risque de reporter l'intervention, donc probablement pour cause d'estomac plein visualisé à l'écho, mais pas d'augmentation du risque de pneumopathie d'inhalation. Donc finalement, un rapport bénéfice-risque qui pour l'instant n'est pas en faveur de l'arrêt du médicament. Et donc que recommande ASPHAR dans ses dernières recommandations? Pour les patients traités par analogue GLP-1 pour l'obésité, on arrête le traitement 5 demi-vies avant, donc notamment 5 semaines avant. Pour les patients diabétiques de type 2 sous sémaglutide, on recherche, comme chez tout patient diabétique, des facteurs de risque de gastroparésie, un diabète ancien déséquilibré, des signes cliniques de gastroparésie. Si l'intervention est réalisable sous ALR, on réalise une ALR. Si l'AG est nécessaire, on fait une échogastrique. Une échogastrique, c'est un examen rapide à faire avec une courbe d'apprentissage rapide, une sensibilité, une spécificité autour de 80-90%. Donc un très bon examen, un très bon outil en pré-anesthésie. Et selon l'échogastrique, on réalise une induction en séquence normale ou en séquence rapide. Si on ne peut pas réaliser d'échogastrique ou si on a au moindre doute, on fait une induction en séquence rapide. Mais globalement, on n'arrête pas le traitement chez le sujet diabétique. Maintenant, vous voyez le même patient avec quasiment les mêmes traitements, sauf qu'il n'a pas d'Ozempic mais du Jardiance. Est-ce que vous arrêtez le Jardiance? Non. Non. Une personne. C'est mouillé. Personne n'arrête le Jardiance. Oui, toi, si. Ceux qui arrêtent, combien de temps avant? Finalement, il y en a qui arrêtent. Oui. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est le jardin. Je ne savais pas ce que c'était. C'est l'empagliflozine. Le jour, enfin 24 heures, je pense. Alors j'ai volontairement mis les noms commerciaux parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les consultations d'anesthésie. Donc voilà, d'où l'importance de mettre les noms des DCI. Alors, donc les inhibiteurs SGLT2, comme les agonistes sur récepteurs GLP-1 sont des molécules révolutionnaires qui initialement étaient développées pour le diabète, mais qui ces dernières années ont montré des bénéfices chez l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, mais aussi à FEVG préservé. Également les effets au niveau, chez le diabétique avec néphropathie diabétique, mais aussi chez la maladie rénale chronique non diabétique avec albuminurie, potentiellement également un effet chez le BPCO avec une diminution du risque d'exacerbation, au niveau neurologique également, pour la maladie de Parkinson, l'autisme et j'en passe. Et comment fonctionnent les inhibiteurs SGLT2? Alors le SGLT2, donc sodium glucose cotransporteur 2, est un cotransporteur qu'on retrouve au niveau du tubule contourné proximal du rein et qui réabsorbe le sodium et le glucose filtré au niveau du glomérule. Et les inhibiteurs de ce cotransporteur vont alors inhiber cette réabsorption de sodium j'ai oublié de préciser, ils réabsorbent plus de 90% du glucose filtré. Et donc les inhibiteurs SGLT2 vont inhiber cette réabsorption de sodium et de glucose et ainsi induire une augmentation de la natriurèse, donc un effet diurétique, avec une diminution de la volémie, de la pression artérielle. Ils vont également diminuer l'hyperfiltration chez le sujet diabétique par réflexe tubuloglomérulaire et vont avoir alors un effet à la fois néphroprotecteur et cardioprotecteur. Ils vont également induire une augmentation de la glycosurie
induisant ainsi une diminution de la glycémie, de la sécrétion d'insuline, d'augmenter la sécrétion de glucagon et ainsi induire une augmentation de la néoglucogénèse, de la lipolyse et de la cétogénèse. Ils vont également induire une augmentation de la réabsorption des corps cétoniques et ainsi créer un état procétogène. Donc, plusieurs molécules existent, 2 sont commercialisées en France. La dapagliflozine qu'on rencontre le plus souvent, c'est le Forxiga. Il existe une forme combinée à la metformine qui est le Xigduo. On retrouve également l'empagliflozine en France qui est le Jardiance et qui a une demi-vie de 12 à 13 heures. Mais comme tout médicament, ils possèdent leurs propres effets indésirables, principalement des infections génitales mycotiques, également des infections urinaires qui sont le plus souvent bénignes, qui sont dues en fait à la glycosurie qui favorise la pullulation bactérienne. Également une gangrène de fournier qui est rapportée, mais qui reste exceptionnelle et dont la causalité n'est pas formellement démontrée. Un risque d'hypoglycémie, mais seulement s'ils sont associés à de l'insuline ou à des sulfamides hypoglycémiants. Un risque d'hypotension orthostatique lié à la baisse de la volémie, principalement chez le sujet âgé, déjà traité par d'autres antihypertenseurs et d'autres diurétiques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, un risque d'acidocétose euglycémique, avec un risque autour de 2 à 3 pour 1000. Et c'est pour l'instant uniquement chez le sujet diabétique qu'on retrouve cette augmentation du risque. Alors qu'est-ce que l'acidocétose euglycémique ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, les inhibiteurs SGLT2 favorisent un état procétogène, non seulement par augmentation de la cétogénèse au niveau hépatique, mais également par réabsorption rénale de corps cétoniques. Et dans certaines situations qui vont elles aussi favoriser cette augmentation des corps cétoniques, il peut y avoir une acidose liée à cette augmentation des corps cétoniques d'ensemble. Principalement, il y a 2 corps cétoniques principaux, et c'est le bêta-hydroxybutyrate qu'on retrouve principalement dans le sang. Et alors pourquoi euglycémique ? Parce que contrairement à l'acidocétose diabétique classique, du diabétique de type 1 insulinopénique, dans l'acidocétose du diabétique sous inhibiteur SGLT2, la glycémie est peu augmentée parce que justement il y a cette glycosurie. Et souvent c'est une source de piège. Donc, plusieurs facteurs ont favorisé l'acidocétose. L'acidocétose, c'est chez le diabétique sous inhibiteur SGLT2. Il y a le jeûne prolongé qui favorise la cétogénèse, le régime cétogène, pauvre en glucides, la déshydratation, la diminution des doses d'insuline ou l'arrêt de l'insuline chez le diabétique insulinodépendant. Également tout ce qui va favoriser le stress, la sécrétion d'hormones de contre-régulation. Donc, c'est l'exercice intense, l'infection et ce qui nous concerne aujourd'hui, la chirurgie majeure. Alors que recommande la SPHAR dans ses dernières recommandations concernant le patient sous inhibiteur SGLT2 chez le sujet non diabétique, donc le patient, typiquement l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite sous SGLT2, on n'arrête pas le traitement périopératoire, on ne fait pas de surveillance particulière parce que pour l'instant, on n'a pas d'augmentation du risque d'acidocétose. En revanche, chez le sujet diabétique, dans le cas de la chirurgie programmée, en cas de chirurgie mineure, alors on peut arrêter 3 jours avant ou on peut garder le patient, enfin on peut ne pas arrêter le traitement mais avec surveillance de la cétonémie capillaire, donc avant chirurgie, pendant et après chirurgie. En cas de chirurgie majeure programmée, on arrête 3 jours avant, donc dernière prise de la gliflozine à J-3. On surveille la glycémie et la cétonémie capillaire, encore une fois, et non pas urinaire, parce que souvent elle est diminuée.
Et puis, on surveille également en post-opératoire, avec une surveillance de la cétonémie en post-opératoire, et on ne reprend le traitement par inhibiteur SGLT2 que lorsque le patient est stable, qu'il a repris une alimentation et qu'il est euvolymique. Sinon, en attendant, on corrige la glycémie par de l'insuline en sous-cutané. Donc, un mot sur l'acidocétose glycémique. Donc, l'acidocétose est définie par la présence de corps cétoniques dans le sang, une cétonémie supérieure à 3 mmol par litre et par la présence d'une acidose métabolique. Et pour la rechercher, on fait une cétonémie capillaire et non une cétonurie. Et si elle est présente, on traite par de l'insuline IVSE et du glucosé assez précocement, plus précocement que dans l'acidocétose diabétique classique, puisque justement dans ces acidocétoses-là, la glycémie est souvent peu augmentée. Donc un risque d'hypoglycémie assez rapide si on n'introduit pas le glucose précocement. Et enfin, en cas de chirurgie urgente, donc avec impossibilité d'arrêter la glyphosine 3 jours avant, c'est simple, on surveille la cétonémie. Voilà. Donc avant la chirurgie, pendant la chirurgie, si elle est supérieure à 3 mmol par litre, on fait un gaz du sang. S'il y a une acidose, on fait insuline VSE glucose. Sinon, on surveille de manière rapprochée, jusqu'à stabilité du patient. Voilà. Donc, au total, ce qu'il faut retenir de ce stade junior, c'est que ce sont des molécules de plus en plus répandues qu'il faut absolument savoir détecter, reconnaître, parce que voilà, plein de noms commerciaux différents, et que voilà, les risques principaux sous les agonistes sur récepteur GLP1C, le risque d'estomac plein. Pour ça, c'est simple, on peut faire une écho gastrique, sinon on fait une induction séquence rapide. Et pour les patients sous inhibiteur SGLT2, le risque c'est l'acidocétose euglycémique chez le diabétique. Et pour dépister, on fait une cétonémie capillaire.